Mesdames et messieurs, je vous salue. Quel est le rapport entre le cas de Paul Aya Abiné, paix à son âme, et la candidature du professeur Maurice Kamto? Alors, telle est la question que certains auditeurs et même certains interlocuteurs, n'est-ce pas, que j'ai rencontrés dans la rue, ont eu à me poser à la suite de la publication de la vidéo numéro 16 sur cette même page du 8 mars 2025 qui traitait de la pratique du mandat représentatif à l'échelle planétaire. Alors, mais avant de répondre à la question, je vais me permettre une digression, n'est-ce pas? Digression née à la suite de la publication de la vidéo numéro 22 sur cette même page du 10 avril 2025 ayant pour thème « Le MRC pourra investir le professeur Maurice Kamto à la présidentielle 2025 ». En fait, à la suite de la publication de ce vidéogramme, j'ai été très impressionné par le nombre, n'est-ce pas, de réactions des auditeurs et que j'apprécie d'ailleurs parce que vous allez bien noter qu'à la fin de chacun de mes vidéogrammes, j'exhorte les auditeurs à faire part de leurs réactions à la suite de ce qu'ils ont reçu. Et par rapport à ce vidéogramme-là, les commentaires ayant été nombreux, il y a eu quand même quatre catégories de commentateurs. Alors la très grande majorité apprécie nos contenus et justement nous encourage par rapport à la contribution que nous faisons à l'éducation des masses. Donc il y a une très grande majorité d'avis positifs. Mais à côté, il y a des contradicteurs, n'est-ce pas, des personnes qui essayent d'avancer des arguments pour remettre en cause ceux que nous mettons en avant pour justifier nos thèses. Alors à ceux-là, nous allons prendre le soin de leur répondre. Déjà, nous prenons le soin, nous veillons à répondre peut-être individuellement, mais parce que les réactions qu'ils font valoir peuvent intéresser le grand public, nous consacrerons un prochain vidéogramme à répondre à tous ces contre-arguments, n'est-ce pas, qui sont opposés à notre thèse selon laquelle le MRC peut valablement investir le professeur Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. Donc ça, c'est les contradicteurs. Mais de l'autre côté, nous avons quelques personnes qui se montrent plutôt un peu pessimistes. C'est-à-dire des personnes qui, sans contester la pertinence de nos thèses, essayent plutôt de faire valoir le fait que nous sommes dans un environnement où la règle de droit n'a aucune valeur. Et je crois que je vais lire ici l'intervention d'un internaute, n'est-ce pas, qui rend suffisamment compte de ce pessimisme-là. Alors, il y a un internaute qui dit « Vous ne rendez pas service au professeur Kamto avec votre juridisme certes brillant. Que pouvez-vous attendre des gens qui violent toutes les lois et toutes les décisions de justice? Avec ce régime, oubliez la candidature indépendante et la voie que vous défendez. Conseillez au professeur Kamto de chercher un autre parti que le MRC pour son investiture. Un parti qui a eu des élus aux élections de 2020. Alors, c'est un avis que je prends très au sérieux. Mais en réalité, le rôle qui est le mien n'est pas d'imposer au professeur Maurice Kamto, mais qui est quand même un leader respectable, qui est un maître, la voie qu'il va choisir. Et je crois que l'actualité politique de notre parti nous a révélé que au cours d'une convention spéciale du MRC, je voulais dire d'une instance, je ne sais pas, c'était pas la convention, mais au cours d'une instance élargie du directoire national du MRC, une résolution avait été prise pour donner au professeur Maurice Kamto tous les pouvoirs pour aménager la voie, enfin pour déterminer l'option qu'il choisira pour sa candidature à la présidentielle de 2025. Et donc, vous comprenez que mon propos ne nourrit pas l'ambition
de lui imposer la voie que je présente. Alors, et si vous êtes vraiment, si vous faites partie de nos auditeurs, mais vous allez constater que j'ai consacré d'autres vidéogrammes aux autres options qui s'offrent, n'est-ce pas, à toute personne pour se présenter à la présidentielle au Cameroun. J'ai consacré un vidéogramme à la candidature indépendante. Alors, vous voyez ça, c'est les réalités du Cameroun. Le courant est parti. Donc, à la candidature indépendante, simplement pour expliquer au commun des mortels comment ça se passe, nous avons consacré un autre vidéogramme, n'est-ce pas, à l'investiture par un parti ayant des élus depuis, depuis les élections de 2020. Et nous avons également consacré un autre vidéogramme à la pratique du mandat impératif en réalité pour soutenir la troisième option, celle qui se pose, celle qui alimente le débat au Cameroun et qui concerne justement la capacité du MRC à investir le professeur Maurice Kamto. Notre perspective est essentiellement éducative pour permettre à la grande masse de comprendre, n'est-ce pas, tous les mécanismes que notre arsenal juridique offre pour participer à une élection présidentielle. Et donc, le professeur Kamto, qui est nécessairement plus oublié que notre modeste personne, sera, le moment venu, l'option la plus idoine pour présenter sa candidature. Et donc, ne soyez pas pessimiste, le professeur Kamto sait ce qu'il va faire, il ne s'agit pas d'un enfant, et je n'ai aucune autorité pour lui imposer la voie qu'il devrait suivre. Nous sommes uniquement dans une perspective d'éducation des masses, et dont notre discours ne s'adresse même pas au professeur Kamto, mais uniquement à la population camerounaise, n'est-ce pas, que nous souhaitons éduquer à la citoyenneté. C'est-à-dire que nous essayons de les aider à comprendre quels sont leurs droits, mais aussi quels sont leurs devoirs. Donc, c'est une ambition non partisane, mais qui s'inscrit uniquement dans une perspective d'éducation des masses. Et donc, le principal destinataire est loin d'être le professeur Maurice Kamto, qui saura dans le moment venu s'il optera pour la voie conseillée par cet humble auditeur. Donc, à côté de ceux qui ont des avis positifs, de ceux qui posent des questions, qui essaient de nous contredire, et de ceux qui sont relativement pessimistes, mais qui comprennent la pertinence de la thèse que nous avons défendue dans ce vidéogramme, il y a une quatrième catégorie qui, malheureusement, consiste en des tribalistes. Je ne comprends pas qu'un discours qui se veut scientifique, qui se veut porter un débat argumenté, n'est-ce pas, puisse donner lieu à des sorties du genre vous les Bamileke, vous allez nous faire voir tout dans ce pays. J'ai pas honte de mes origines, j'ai pas honte de ma tribu, j'ai pas honte de mon ethnie, j'ai pas honte de mon pays, j'ai pas honte d'être africain. Et vraiment, les propos tribalistes, de mon point de vue, enseignant de mon état, je les considère comme le signe d'un déficit de culture. Ceux qui tiennent les propos tribalistes en réalité, mais sont des gens qui montrent à travers leurs propos, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas subi l'éducation nécessaire. Et c'est pourquoi, de ma posture d'enseignant, je vais quand même leur adresser quelques conseils, n'est-ce pas? Je vais les inviter déjà de s'intéresser à l'histoire de leur propre famille. Et je crois qu'à partir de la 3e, 4e génération en arrière, je crois qu'ils vont se perdre. Mais s'ils s'intéressent au moins aux 3-4 générations avant, ils vont se rendre compte que le village dans lequel ils sont et dont ils réclament l'ethnie aujourd'hui, parfois a été créé par un patriarche qui est venu d'ailleurs pour s'installer là-bas. Et ils doivent se questionner, est-ce que ce patriarche était seul à ses parents? Il est rare qu'en Afrique, on soit l'enfant unique d'une famille. Et donc le patriarche qui a fondé son village, certainement était le frère d'une famille de 10, de 15, de 20 enfants. Qu'il se demande bien quelle est la direction comprise les autres collatéraux du patriarche, n'est-ce pas, dont il se réclame descendant et dont il revendique aujourd'hui les origines au niveau du village, au niveau de l'ethnie. Dans tous les cas, il a besoin de revisiter l'histoire des migrations des peuples, d'abord au niveau africain, mais s'il s'intéresse à l'histoire de l'humanité en général, il comprendra que
l'Afrique est considérée aujourd'hui comme le berceau de l'humanité. Ça veut dire que, si en termes plus simples, c'est en Afrique que le premier homme est apparu. Et si nous descendons tous d'un même ancêtre, mais vous comprenez que les considérations tribales, raciales, mais sont des signes de petitesse. Car en fait, si vous intégrez que l'humanité est unique, vous comprendrez que nous sommes tous frères et sœurs. Et que c'est parfois pour des considérations économiques, pour des considérations de survie, que généralement nos ancêtres ont migré d'un point à l'autre. Dans tous les cas, j'invite ces tribalistes à se réapproprier l'histoire de leur famille, à se réapproprier l'histoire de leur village, et ils comprendront très bien qu'il y a des liens, n'est-ce pas, d'alliance entre leur village, entre leur village et d'autres villages. Et en recherchant plus loin, ils vont parfois découvrir que les origines un peu plus lointaines de leur famille ne sont même plus camerounaises, mais peut-être vont les remonter vers le Tchad, vers le Soudan, ainsi de suite. En tout cas, les historiens les plus crédibles nous situent sur le fait que l'humanité, le premier homme aurait été retrouvé aujourd'hui au Tchad. Je crois qu'il s'agit de Toumaï. Et avant, on parlait de Lucie. Alors, si Toumaï est notre ancêtre le plus éloigné, mais comprenez que tous ceux qui sont au Cameroun étaient originellement du Tchad. Ok? Et si le premier arrivé au Cameroun a pu faire toute cette population, comprenez que ce ne sont que les déplacements qui créent les différences. Ok? Et puis, si vous avez un brin de christianisme, relisez l'histoire de la tour de Babel et vous comprendrez que l'humanité, elle est unique, mais au gré, n'est-ce pas, du temps, quelques écarts peuvent se créer entre les individus. En tout cas, personnellement, je n'ai pas choisi d'être créé comme humain et je ne pense pas que c'est le cas de tous ces tribalistes-là. Et n'ayant donc pas choisi d'être créé, je n'ai pas pu choisir ni mes parents, ni ma famille, ni mon village, ni mon département, ni ma région, ni mon pays. Et donc, je crois que c'est une leçon que je voulais passer à ces tribalistes pour qu'ils s'approprient un peu un supplément d'humanité, n'est-ce pas, pour prochainement savoir se tenir. Lorsque on n'a pas d'argument, il vaut mieux se taire plutôt que, n'est-ce pas, d'exposer son animalité et son, vous voyez, son inhumanité. C'est-à-dire, on est animal, on est à l'état brut, on manque de culture, il faut se réapproprier un peu d'humanité. Et ça vous permettra donc d'opposer aux arguments qui sont avancés des contre-arguments scientifiques. Alors, cela dit, revenons au sujet du jour. Alors, le sujet du jour tendait à répondre à la question: quel est le rapport qu'il y a entre le cas de Paul Aya Abiné, que nous avons évoqué dans la vidéo numéro 16, publiée le 8 mars 2025, avec la candidature du professeur Maurice Kamto. En fait, pour rafraîchir la mémoire de nos nouveaux auditeurs, en passant, je voudrais leur dire que la vidéo numéro 16, n'est-ce pas, peut être retrouvée sur cette page-ci, le droit au 237. Les vidéos sont numérotées, donc il vous suffit de réécouter la vidéo numéro 16 pour comprendre exactement de quoi il s'agit. En tout cas, à l'occasion de ce vidéogramme qui portait donc sur la pratique du mandat représentatif à l'échelle planétaire, revenant dans le contexte camerounais, j'avais évoqué le cas de Paul Aya Abiné. Et je crois que le contradicteur qui a essayé de poser cette question a fait valoir un argument qui peut-être est logique, mais auquel nous allons répondre. En fait, l'argument avancé par cet auditeur tient en ceci. Il fait savoir que le cas Aya Paul Abiné est intervenu en 2011. Autrement dit, c'est en 2011 que Aya Paul Abiné, député investi par le RDPC, a décidé de claquer la porte de cette formation politique, d'abord pour être indépendant et pour ensuite intégrer le People's Action Party. Bon, j'ai lu dans une coupure du journal Jeune Afrique que c'est après sa démission qu'Aya Paul Abiné a créé le People's Action Party. Mais d'autres contradicteurs m'ont fait savoir que le People's Action Party existait déjà et que Aya Paul Abiné n'a fait que le rejoindre.
Ça ne change rien au débat. En fait, quand nous avons évoqué le cas de Aya Paul Abiné, c'était en réalité pour mieux aider à comprendre le sens de l'article 121 du Code électoral. Alors, je crois que pour bien situer le lien qu'il y a entre le cas de Aya Paul Abiné qui est intervenu en 2011 et la candidature de Maurice Kamto, qui doit être régi par le Code électoral, lequel a été réformé seulement en 2012, il sera important de relire justement cet article 121. Mais il faut savoir que si la question se pose, c'est bien parce que en 2011, lorsque l'honorable Aya Paul Abiné démissionne du RDPC, le code électoral permettait à tout parti d'investir un candidat, qu'il ait ou non des élus. Et donc, c'est en 2012 qu'à l'occasion de la révision du code électoral, on a introduit l'alinéa 2 du nouvel article 121 qui exige pour les partis d'être représentés dans un conseil municipal, un conseil régional, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, cette réforme-là intervient en 2012 et donc, c'est tout à fait légitime que l'auditeur me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je peux utiliser un cas intervenu en 2011 pour expliquer une disposition qui n'a été introduite dans l'environnement juridique camerounais qu'en 2012. Je vais revenir. Alors, pour aider cet auditeur et tous ceux qui se posent la même question de bien comprendre, il est important de relire les termes de l'article 121 du Code électoral. En fait, l'article 121 du Code électoral est celui qui précise les modalités par lesquelles une personne peut prendre part à l'élection présidentielle au Cameroun. Et donc cet article 121 dit ceci, alinéa 1. Les candidats peuvent être, 2 points. Petit 1, soit investis par un parti politique. Petit 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 dit ceci. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Voilà donc justement l'innovation qui a été introduite en 2012 par l'article 121. Autrement dit, au moment où Aya Paul Abiné participe à l'élection présidentielle de 2011, la candidature était ouverte à tout parti politique, sans considération de ce que le parti a des élus ou pas. Et je crois que cette réforme a été justifiée par le nombre pléthorique des candidats qui ont postulé à l'élection de 2011. Je crois qu'à ma connaissance, on a enregistré 59 candidats. Je crois que c'est ce nombre pléthorique-là qui a justifié que l'on referme un peu et que l'on conditionne la participation des candidats investis par les partis politiques à l'obligation, à l'exigence d'avoir des élus. L'alinéa 1 précise, l'alinéa 1 justement indique les circonstances dans lesquelles un candidat indépendant peut se présenter. Vous voyez que c'est suffisamment restrictif parce qu'il y a obligation pour chaque postulant de réunir 300 signatures à raison de 30 par région et représentant, n'est-ce pas, un certain nombre de personnalités. En tout cas, nous avons sur cette page-ci un vidéogramme, n'est-ce pas, qui explique très bien cela. Donc, ce qui nous intéresse, c'est surtout cet alinéa 2, qui dit donc que le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite, doit remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Alors, d'où vient-il que nous invoquions, pour expliquer cette disposition, le cas Aya Paul Abiné? Mais simplement parce que cette disposition introduit un élément capital, la notion de représentation. Parce qu'il dit bien, les candidats investis par un parti non représenté. Alors autrement dit,
La question qui se pose pour comprendre cette alinéa 2 est de savoir comment est-ce qu'un parti est représenté. Or, le code électoral de 2012 n'apporte aucune précision à cette question. Aucune disposition du code électoral lui-même ne permet de répondre à cette question. Et donc, pour lui donner un sens, on est donc obligé de convoquer l'article 15 de la Constitution. L'article 15 de la Constitution. Or, lorsque nous convoquons l'article 15 de la Constitution, c'est bien parce que cet article 15 permet de donner des lueurs sur les cas dans lesquels on peut considérer qu'un parti est ou non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite. En tout cas, c'est l'article 15 qui définit le champ du système de représentation pour lequel a opté le Cameroun. Et à l'échelle planétaire, il y a deux systèmes de représentation des élus politiques. Il y a le système du mandat représentatif qui oblige l'élu, n'est-ce pas, à demeurer prisonnier du parti qu'il a investi. Et la conséquence est que si l'élu ayant été investi par un parti démissionne ou est exclu de ce parti, il perd son mandat d'élu et est remplacé à l'initiative du parti qu'il a investi. Autrement dit, le mandat représentatif donne prégnance du parti sur l'individu. C'est le parti, n'est-ce pas, qui détermine le comportement de l'élu. Par contre, à côté, il y a ce qu'on appelle le mandat représentatif. Qu'est-ce que je dis? Il semble que je me suis trompé. Il y a d'une part le mandat impératif, qui correspond à l'hypothèse que j'expliquais, et le mandat représentatif. Et donc, dans le cas du mandat représentatif, l'élu est investi par un parti, mais une fois qu'il est élu, il est libre de son parti. Il peut y demeurer, mais il a le loisir de s'en détacher. Il peut démissionner, il peut être exclu à sa guise. Autrement dit, le maintien de son mandat d'élu ne dépend pas de son affiliation au parti qui l'a investi. Alors, revenons au Cameroun. Donc, c'est deux systèmes dont on fait l'objet de choix par chaque pays dans sa constitution. Et donc, il y a des pays qui ont opté pour le mandat impératif, qui donne donc préséance au parti sur l'individu, et ceux qui ont opté pour le mandat représentatif, qui privilégient l'élu sur le parti. Et le Cameroun a fait son choix. Et ce choix est donc exprimé par l'article 15, qui pose déjà à l'alinéa 2 que le député représente l'ensemble de la nation. Autrement dit, il n'est pas uniquement le porte-parole de son parti. Quand le député parle, il parle pour l'ensemble de la population. Parce qu'au moment de son élection, il n'est pas élu que par les militants de son parti. Il est élu aussi par des sympathisants ou même par des citoyens non encartés. Et donc, le mandat qu'il porte ne peut pas être attribué exclusivement au parti qu'il a investi, mais appartient à l'ensemble de la population qu'il représente donc. Donc, il représente l'ensemble du peuple, même si son affiliation politique doit être prise en compte au Parlement dans le cadre du fonctionnement, par exemple dans la constitution des groupes parlementaires ou bien dans les attributions des commissions diverses. Or, c'est le choix qu'a fait le Cameroun. Parce que lorsqu'à l'alinéa 3, il est dit tout mandat impératif est nul. Ça voudrait dire que le Cameroun fait clairement le choix de rejeter le mandat impératif. Et donc, en rejetant le mandat impératif, il en découle que le Cameroun fait le choix en faveur du mandat représentatif. Et donc, le mandat représentatif signifie que un élu qui, après son élection, décide de se séparer de son parti, ne perd pas son mandat. Il conserve son mandat d'élu, conseiller municipal, conseiller régional, député, sénateur, et est donc libre soit de rejoindre une autre formation politique représentée dans l'instance où il a été élu, soit alors de rejoindre un parti qui a même boycotté l'élection pendant laquelle il a été élu, ou alors même de créer carrément son parti politique. Et je crois que le vidéogramme que j'ai fait sur la pratique du mandat représentatif a essayé de présenter les différentes figures
de la pratique du mandat représentatif, n'est-ce pas, pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans les différents pays. Donc le Cameroun n'est pas le seul pays à le faire. Donc eu égard au fait que le code électoral ne précise pas comment est-ce qu'un parti peut être représenté dans une instance, il fallait donc remonter à l'article 15. Et donc vous voyez que l'article 15 de la Constitution remonte à 1996. C'est bien antérieur à la révision de 2012. Donc le code électoral de 2012 a renvoyé pour comprendre la notion de parti représenté à la Constitution de 1996. Et donc, cette Constitution est antérieure au cas de Aya Paul Abine. Et justement, lorsque Aya Paul Abine démissionne, c'est le mécanisme du mandat représentatif qui se met en place. Lorsque Aya Paul Abine démissionne du RDPC, il conserve son mandat de député. Il fonctionne d'abord comme indépendant, d'après ce que mes lectures me permettent de savoir, mais par la suite, il rejoint le People Action Party, le PAP. Mais pourquoi est-ce que nous le disons? Quand nous invoquons dans le cas de Paul Aya Abine, parce que le cas Paul Aya Abine est la première application dans l'histoire politique camerounaise des conséquences du mandat représentatif pour lequel le Cameroun a opté à travers l'article 15 de sa constitution. Or, lorsqu'Aya Paul Abine démissionne et rejoint le PAP, mais si son mandat devrait continuer au-delà de 2012, mais il continuerait de siéger à l'Assemblée nationale. Et nous aurons l'occasion, dans un prochain vidéogramme, de démontrer que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale permet justement au MRC de représenter le professeur Maurice Kamto. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons lorsque nous aurons l'occasion de répondre à tous nos contradicteurs, n'est-ce pas, qui ont essayé d'émettre des objections en faisant valoir toute une série d'arguments. Mais nous avons continué nos recherches. Ça veut dire que nous avons commencé cette démonstration en exploitant le rapport du Conseil de l'Europe, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un vidéogramme que vous allez retrouver sur cette page, sur la pratique du mandat parlementaire, de ce vidéogramme numéro 16. Nous avons par la suite exploité le rapport sur la pratique du mandat représentatif dans le cadre de la francophonie. Et pourquoi nous avons utilisé le rapport de la francophonie? Parce que justement, l'article 15 de la Constitution du Cameroun, qui explique le sens de la représentation dans une instance, mais est une reproduction de l'article 27 de la Constitution française. Cet article 27 de la Constitution française, lui-même, étant, n'est-ce pas, l'héritage de l'article 3 de la Déclaration universelle, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, parce que les dispositions camerounaises peuvent être ambiguës, il devenait donc pertinent de convoquer le droit comparé. Et quand nous comparons le droit comparé, nous aboutissons, n'est-ce pas, nous parvenons à percevoir la pratique. La pratique qui en droit correspond à ce qu'on appelle aussi la coutume, source du droit. Et donc vous comprenez pourquoi, en expliquant la capacité du MRC à investir le professeur Maurice Kamto, nous avons entre autres invoqué le cas Aya Paul Abine. Parce que le cas Aya Paul Abine est une application de l'article 15 de la Constitution, lequel article est le seul dispositif légal, textuel, qui permet justement de donner un sens à l'article 121 du Code électoral. Je crois que ces précisions sont claires, parce que vous ne pouvez pas interpréter l'alinéa 2 de l'article 121 sans remonter à l'article 15 de la Constitution. Or, cet article 15 est permanent. Le problème de la représentation dans une instance n'est pas résolu par le Code électoral, mais uniquement par l'article 15 de la Constitution du Cameroun, qui consacre donc l'interdiction du mandat impératif, ou autrement, qui consacre le mandat représentatif dont il était question de présenter les usages, les applications, n'est-ce pas, à l'échelle planétaire, dans le cadre de la francophonie, mais surtout dans le cadre même de l'histoire politique de notre pays. Alors j'espère avoir éclairé la lanterne de cet auditeur et de tous ceux qui nous écoutent par rapport au lien qu'il pouvait y avoir entre le cas Aya Paul Abine, antérieur à la révision du code électoral, et qui s'est produit à un moment où il n'était pas exigé des partis d'être représentés, avec justement cet article 121
qui intervient en 2012 et qui introduit justement l'exigence pour les partis politiques d'être représentés dans un conseil municipal, régional ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, c'était pertinent de le faire. Et dans tous les cas, comme nous avons promis, nous reviendrons pour donner davantage d'éclairage à tous ceux, n'est-ce pas, qui ont posé des questions dans le sens de contrarier la thèse que nous développons par rapport à la capacité du MRC à investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Voilà, comme d'habitude, si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'est-ce pas, pour nourrir le débat ambiant, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos publications. N'est-ce pas, nous avons toute une série en réserve là, sur les questions successorales, les questions foncières, les questions électorales, en tout cas, toutes les thématiques de droit. N'est-ce pas, nous envisageons, n'est-ce pas, de les aborder dans la mesure de l'expertise que nous pouvons avoir sur ces questions-là. Et si dans cette initiative d'éducation citoyenne vous touche, vous pouvez nous soutenir. Votre soutien peut être précieux pour nous permettre justement de pouvoir continuer à produire ces contenus-là pour éduquer nos masses. Donc votre soutien serait très précieux. N'hésitez pas à nous contacter à cet égard, n'est-ce pas, sur les contacts qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Alors, j'espère avoir été suffisamment clair. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.